m'appelle Sabrina Debusca, je suis journaliste indépendante en France, spécialiste de la santé et plus particulièrement de la santé des femmes. Et donc j'ai publié ma première grande enquête en septembre 2017 qui s'appelle J'arrête la pilule et qui s'intéresse à tout ce qui touche à la pilule au niveau scientifique, mais aussi au niveau historique et au niveau sociétal. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu le contexte de la naissance de la pilule? Quand est-elle née? Le nom qu'elle avait? Dans quel pays elle est née? Et un petit peu tout le contexte expérimental autour de sa sortie. Alors, il y a une première pilule qui est née dans les pays de l'Est en Europe dans les années 1930, mais c'est une pilule du coup qui n'a pas été commercialisée ni utilisée réellement. Il y aurait eu des utilisations illicites, mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus dans les années 30, donc, puisque les années 30, c'est au niveau scientifique la découverte des hormones, notamment des hormones stéroïdiennes, donc toutes nos hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, testostérone. Et la pilule qu'on connaît aujourd'hui, enfin la première pilule, elle s'appelait Enovide. C'était une pilule qui est née en 1957, en fait, qui a été mise sur le marché aux États-Unis en 1957 et qui a été développée durant toutes les années 50 à peu près, on va dire, notamment par Gregory Pincus, qui est donc le père de la pilule, qui a été aidé notamment d'un autre scientifique qui s'appelle John Rock. Et tout ça a été impulsé par Margaret Sanger, donc Margaret Sanger qui était une suffragette américaine qui était à la fois féministe et à la fois eugéniste, ce qui va expliquer certaines choses. Tu as parlé de Margaret Sanger et de Gregory Pincus, c'est vraiment un peu les parents de la pilule, entre guillemets. Est-ce qu'on peut d'abord parler de Margaret Sanger? Margaret Sanger, c'est une femme qui était plutôt classe moyenne. Par rapport à la pilule, elle a développé ses convictions sur le besoin de la contraception dans le cadre de sa vie d'infirmière. Elle était à New York, dans les ghettos new-yorkais en tant qu'infirmière dans les années 15-20. Et il se trouve que là, du coup, elle voyait la misère, la pauvreté de familles qui avaient des dizaines d'enfants et qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Et donc, pour eux, ils avaient un besoin de contraception, mais ils ne savaient pas comment faire. À côté de ça, elle voyait les classes supérieures, comme elle l'expliquait, qui, eux, maîtrisaient un minimum la contraception avec le retrait, peut-être un semblant de connaissance de méthodes naturelles, mais ça, on n'en sait pas beaucoup parce que c'est l'intimité de ces couples-là. Et donc, en tout cas, elle trouvait qu'il y avait un besoin pour les couches populaires du coup d'arrêter de contraception, quoi. Et comme la contraception était prohibée, les couches populaires se retrouvaient avec des marmailles pas possibles, dans un état de pauvreté, ça n'arrangeait rien. Il se trouve que par la suite, dans son parcours, Margaret Sanger est tombée amoureuse d'un des chantres de l'eugénisme en Europe. Et donc, elle a découvert, en fait, un peu vers l'âge de 30-40 ans, l'eugénisme. Donc, l'eugénisme, qui est une doctrine qui était plutôt en vogue à cette époque-là, qui a notamment inspiré Hitler, etc. Et donc, sur le continent, elle est venue, en fait, en Europe, elle a fait un voyage, elle s'était séparée de son compagnon, etc. Elle a été avec cet homme-là pendant quelques temps, et elle en est revenue, du coup, avec des convictions sur le fait qu'il fallait épurer la race, c'est-à-dire favoriser la reproduction des couches supérieures blanches de la société. C'était ce que prônait l'eugénisme. Et l'eugénisme cherchait un moyen de limiter la reproduction chez les minorités raciales, chez les juifs et chez les pauvres. Donc Margaret Sanger, en fait, elle est indéniablement féministe, mais à côté, elle est indéniablement eugéniste. C'est quand son féminisme a rencontré l'eugénisme qu'elle a compris et qu'elle a vu en l'eugénisme un moyen d'allier les deux. Et donc, elle écrit noir sur blanc, parce qu'il y en a qui disent, oui, alors, en fait, c'était une féministe qui était maligne et qui avait compris qu'elle allait se servir de l'eugénisme pour promouvoir la contraception. La réalité n'est pas forcément celle-là. Elle croyait vraiment à l'eugénisme. Elle a vraiment écrit des phrases absolument racistes. Elle s'est alliée à des gens notamment comme Clarence Gamble, qui faisait partie d'une ligue d'amélioration de la race humaine, donc une ligue eugéniste qui stérilisait contre leur gré des personnes racisées, donc des personnes noires, etc. Et il faut comprendre que dans les années 50 aux États-Unis, alors elle, dans les années 50, elle avait déjà un certain âge, mais à ce moment-là, il y avait les Noirs qui commençaient à se révolter, à faire du bruit, et ça, les classes blanches supérieures le sentaient.
Nous, on a eu la Deuxième Guerre mondiale avec les horreurs d'Hitler et de l'eugénisme. Donc nous, l'eugénisme en Europe, on a vite fait place à autre chose. Mais aux États-Unis, l'eugénisme a continué à vivre jusque dans les années 70. Jusque dans les années 70, nous avions donc des riches milliardaires blancs qui créaient des ligues qui stérilisaient de force des femmes noires, des homosexuels, des personnes handicapées. Et la pilule est née dans ce contexte-là. Et aux États-Unis, Margaret Sanger n'a réussi à faire financer sa pilule quasiment que par des gens comme ça, qui en fait ont vu en la pilule et en d'autres contraceptions un moyen de réaliser le rêve eugéniste. Donc c'est une histoire qui est assez troublée, qu'on connaît moins bien en Europe parce que ça ne s'est pas passé chez nous. Mais aux États-Unis, encore aujourd'hui, il y a des personnes vivantes qui témoignent d'avoir été stérilisées par la Ligue eugéniste de Clarence Gamble. Clarence Gamble, qui est donc le fils de la société Procter & Gamble, qui est très connue, qui est une multinationale. C'est grâce à lui notamment, c'est son argent principalement, qui a financé les premiers essais de la pilule. C'est-à-dire que si Margaret Sanger ne s'était pas alliée aux eugénistes, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui la pilule ou certaines autres méthodes de contraception. Et elle s'est aussi alliée avec Gregory Pincus parce qu'elle n'était pas scientifique en tant que telle, donc c'est lui qui lui a permis de l'élaborer. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer qui il est ce monsieur et quel est son lien avec la pilule? La pilule pour femmes et pour hommes aussi, du coup? Oui, alors Gregory Pincus, donc c'était un scientifique qui s'était spécialisé dans les hormones, qui avait réussi à faire pas mal de choses. Il était très ambitieux, c'est-à-dire dès le début de sa carrière, on voit qu'il réussit à faire vraiment de belles choses, mais il est sulfureux. C'est-à-dire que Gregory Pincus, il fait des choses qui, par rapport à son époque, surtout aux États-Unis très puritaines, sont assez mal vues. Et donc, du coup, Gregory Pincus, ils se sont rencontrés avec Margaret Sanger. C'est Margaret Sanger qui est venue le chercher en lui disant « Bon, moi, ça fait des années que j'essaie de développer ou d'impulser la contraception. Au vu de vos recherches, je pense que vous êtes la bonne personne, vous êtes la personne ambitieuse qui va nous permettre de développer ça. » Donc il se trouve que Gregory Pincus va pendant des années travailler à développer ses hormones sexuelles, à comprendre comment elles fonctionnent sur le corps des femmes pour tenter de développer une contraception. En 1954, Gregory Pincus a testé ses hormones et sa pilule sur des personnes à la ville de Worcester, donc aux États-Unis, puisque du coup c'était autorisé de tester sur ces personnes-là. Donc il a testé sa pilule sur les femmes. Bon, comme elles n'avaient pas de rapport sexuel, vu qu'elles étaient dans un asile, c'était difficile de tester l'efficacité. En revanche, il a pu tester, ajuster les doses, etc. Mais il s'est trouvé qu'à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant sur la pilule masculine, donc en 1954, Gregory Pincus a eu l'idée de développer une pilule masculine. Alors, c'est pas une pilule masculine telle qu'on pourrait l'entendre nous aujourd'hui dans le bon sens du terme. En fait, il avait vu que la pilule qu'il donnait aux femmes diminuait leur libido, leur désir sexuel. Donc, il s'est dit, si je la donne à des hommes, ça va diminuer également leur libido. Donc, il s'est dit, je vais faire une pilule pour hommes pour régler le problème de l'homosexualité masculine. Donc, la première pilule pour hommes qui a été développée en 1954 a été développée dans l'idée de on va résoudre le problème de l'homosexualité grâce à notre pilule. Et ça a été testé sur 8 personnes dans cet asile. Et malheureusement, sur les 8 personnes hommes donc sur qui ça a été testé, il y a une personne qui a vu ses testicules se ratatiner. Et donc, du coup, ils se sont dit, non, quand même, si ça ratatine les testicules, on ne peut pas mettre ça sur le marché, on ne peut pas continuer à développer ça. Ce qui est rigolo quand on sait que par la suite, donc la pilule ensuite va être testée sur l'île de Porto Rico. C'est une île qui était sous protectorat américain, où il y avait donc des femmes pauvres dont on faisait peu de cas, et les gens se reproduisaient beaucoup. C'était des familles qui avaient beaucoup d'enfants à Porto Rico. Donc ensuite, ils vont développer les tests à Porto Rico, et là, il y aura notamment sur 130 femmes, 5 femmes qui vont décéder lors des premiers tests sur la pilule, qui ne seront pas autopsiées, et la pilule sera mise sur le marché. C'est donc étonnant de voir que quand on veut développer une pilule pour hommes, quand bien même c'est une pilule pour l'homosexualité, etc. Si ça ratatine les testicules d'une personne, on arrête immédiatement, alors que chez les femmes, en décalage, il peut y avoir des décès, on va mettre le produit sur le marché. Donc ça, je trouve ça intéressant avec notre regard d'aujourd'hui, de se dire qu'en fait, voilà, et ça c'est des choses récurrentes tout au long de l'histoire de
de la naissance de la pilule, on se rend compte, et ce que j'explique dans le livre, qu'à travers plein d'anecdotes comme ça, Margaret Sanger et Gregory Pincus font fi de toutes les données de sécurité envers le patient. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, ils n'ont pas finalisé les tests sur la pilule, ils vont déjà annoncer lors d'un congrès « Ah ben ça y est, on a la pilule ». Alors que normalement, éthiquement parlant, ça ne se fait pas. On attend que les tests soient faits, on regarde s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de décès, et ensuite, potentiellement, la FDA regarde tout ça et on met sur le marché. Mais la pilule, elle est née dans une époque avec des considérations où on voit bien que les considérations idéologiques et eugénistes et sociales ont pris le pas sur tout le côté éthique scientifique, en fait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'important qu'on n'aurait pas dit par rapport à ce volet un peu historique de la pilule ? Oui, bon, déjà tous ceux que ça intéresse peuvent lire J'arrête la pilule pour avoir notamment plus de détails, parce que c'est vrai que là on en parle comme ça, mais c'est extrêmement complexe et c'est intéressant de voir les détails pour comprendre ce qui motivait les gens à l'époque. Et pour finir sur une note plus positive, moi en fait c'est vrai qu'à force de côtoyer durant mon année d'enquête tous ces personnages, Gregory Pincus, Margaret Sanger, moi je juge pas l'histoire, c'est-à-dire que c'est sûr que les conflits d'intérêts, etc., c'est pas des choses qui sont positives. L'eugénisme, c'est pas quelque chose qui est positif non plus et dont on peut être fier dans notre histoire. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Gregory Pincus et Margaret Sanger, à force de les côtoyer, j'ai l'impression de les connaître et j'appréciais leur côté rebelle et leur côté on remet en cause les choses. Et moi, aujourd'hui, qui suis en train notamment d'écrire un livre qui va sortir en avril pour demander des choses qui bougent au niveau de la contraception, des fois je me reconnais en eux à travers leur côté rebelle et à travers leur côté novateur pour se dire voilà, il faut des gens comme ça qui sortent des clous pour qu'on fasse évoluer les choses. Alors eux pour le coup, ils étaient pas forcément motivés par des très bonnes idées ou de très belles idées, mais ça a permis d'apporter des choses aux femmes qui sont indéniables aujourd'hui.